La recyclerie est une ancienne gare, près du marché aux puces. La lumière y est douce, les plantes débordent, et les objets ont déjà tous vécu plusieurs vies. Un peu comme mon invitée. Derrière une candeur apparente, il y a chez elle quelque chose de plus profond, presque insaisissable. Elle vient de Suisse, elle écrit et chante en français, et plus que tout, elle aime les mots. Salut Mila. Salut. On est à la recyclerie pour parler de ton projet. Tu as déjà sorti 2 premiers EP. Tu es en train de travailler sur ton premier album. Comment est-ce que tu aimes qu'on te présente ? C'est assez compliqué, je trouve, de présenter un artiste en quelques mots. Souvent, j'aime quand on n'en dit pas trop et que les gens découvrent avec mes chansons. Musique, ouais. Mais sinon, peut-être qu'il faudrait dire que je suis auteur-compositeur et que je suis suisse. Parce que je pense que ça influence quand même ma musique. Et que je fais de la chanson française. Je pense que le texte est assez important et un peu au centre de mes chansons. D'où est-ce que tu viens alors ? Parce que tu es née en Suisse. Dans quel environnement t'as grandi ? Si tu te replonges dans ton enfance, Mila, petite, elle ressemblait à quoi ? Elle était entourée par quoi ? J'ai grandi dans une ville assez petite en Suisse, entourée de montagnes. Et j'ai toujours un père qui est musicien, donc qui est prof de guitare. Je pense que la musique était tout le temps présente. Mon père avait toujours la guitare sur lui. Quand il cuisinait, il avait la guitare en bandoulière. Elle était toujours là. Quand c'est pas lui qui jouait, on avait la radio qui passait. Donc toujours de la musique tout le temps. Je pense que ça m'a suivie aussi après parce que j'ai tendance à tout le temps avoir des écouteurs, de la musique qui tourne. Et donc j'ai grandi avec la nature et la musique. Tu te souviens de ce que t'écoutais à ce moment-là ou de ce qui passait beaucoup à la maison ? Mon père est un grand fan de blues et de jazz. Ouais. Et il aime les belles mélodies. Donc il y avait beaucoup de jazz, beaucoup de blues, mais aussi beaucoup de chansons françaises avec des artistes comme Henri Salvador. Il y avait beaucoup de Cabrel, de Bachoum. Donc c'était très vague. Il y avait beaucoup de choses différentes, mais toujours en rapport avec la mélodie. Et toi, comment t'étais petite dans ce beau monde ? Très silencieuse, très timide aussi. Je parlais vraiment peu parce que j'avais peur de dire des bêtises. Donc j'étais très intérieure et je pense que mon monde commençait vraiment quand j'étais seule, on va dire. C'est que je rêvais beaucoup et j'arrivais à être moi-même uniquement quand j'étais toute seule dans un lieu, toute seule. Et tu rêvais à quoi à ce moment-là ? Toujours de musique. J'étais fan des Beatles et je rêvais d'être la 5e Beatles. C'est vrai ? Et un jour, je sais plus qui, peut-être que c'était mon frère qui m'a dit « Mais tu pourras jamais être une Beatles, de toute façon, ils sont presque tous morts et en plus, c'est des garçons. » Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Je vais être un garçon aussi. » Et du coup, j'ai coupé mes cheveux, je mettais des blazers comme ça et je me disais peut-être qu'en faisant ça, je me rapproche, tu vois. Et donc, beaucoup de rêves. Je rêvais d'avoir un groupe de rock, de faire des concerts, de faire du studio, de faire des... Je rêvais aussi à tous les visuels qu'on voit, tu vois. J'avais des albums, j'avais des vinyles et je rêvais que ce soit moi. Donc t'as toujours voulu être musicienne ? Je pense que j'ai toujours voulu le faire. Après, c'était assez contradictoire parce que jusqu'à mes 19 ans, j'ai jamais chanté. Oui. Donc il y avait un énorme contraste entre ce qui se passait dans ma tête, parce que je voulais faire dans ma tête et ce qui était prêt dans ma tête et la réalité où je faisais un petit peu de la guitare, mais j'avais jamais essayé de chanter. Il y avait un contraste. Il y avait des idéaux un peu grands. C'était des grandes idées. Je pense qu'à aucun moment je me suis dit que c'était possible pour une fille comme moi qui était née
un peu entre les montagnes suisses. J'avais aucun exemple de jeune femme qui avait choisi de faire de la musique, qui venait du même endroit que moi et qui avait réussi. Donc je pense que tout de suite, je me suis dit, c'est quelque chose qui appartient au rêve et qui peut pas être pour moi. Et je lisais beaucoup. Et je me souviens que j'avais lu un livre de Rilke qui s'appelle Lettre à un jeune poète. Et à un moment donné, il y a le jeune poète qui pose une question à Rilke et qui lui dit comment est-ce que je peux être sûr que je suis écrivain. Et là, il lui répond si tu te lèves un matin et que t'as pas envie d'écrire, t'es pas écrivain. Et moi, cette urgence-là, elle m'a fait peur, tu vois. Je me suis dit, en fait, si je dois être chanteuse ou si je dois faire de la musique, ça doit être évident. Il doit y avoir une évidence, autant pour les gens qui doivent voir en moi quelque chose, ou alors moi, je dois être sûre de moi. Il faudrait que je me lève tous les matins pour faire de la musique. Et comme c'était pas le cas, je me suis dit, en fait, ça fait partie d'un à côté, tu vois. Donc je pense que moi-même, je me suis mis énormément de barrières. Je pense que si on avait posé la question à ma famille de est-ce que Mila veut devenir chanteuse, personne aurait dit oui. Enfin, personne n'y pensait. Donc c'est un rêve que t'osais même pas exprimer autour de toi. C'est ça, et même pas... Je pense que je le conscientisais pas, je mettais pas de mots là-dessus, mais dans mes pensées, c'était une évidence. Mais dans la vraie vie, j'arrivais pas à créer un lien entre ce qui se passait dans ma tête et la vraie vie. Mais t'avais d'autres moyens d'expression parce que t'as commencé à peindre quand même à ce moment-là. J'ai commencé à peindre parce que le dessin, c'est quelque chose que je faisais. Donc le dessin faisait partie de ma réalité. C'était plus facile de projeter quelque chose, c'était plus facile de projeter typiquement d'aller faire une école d'art que d'aller faire une école de musique. Donc j'ai fait de la peinture parce que c'était quelque chose qui était concret. Qu'est-ce que ça t'a apporté la peinture? Qu'est-ce que t'en retiens aujourd'hui? Ça m'a apporté de la créativité parce que contrairement à la musique, j'osais poser mes idées et mes idées étaient visibles. Ça veut dire que les gens voyaient mes peintures et mes dessins et j'avais des retours positifs. Donc je pense que c'est le premier support, c'est le premier médium où j'ai pu m'exprimer et que les gens ont vu et où les gens m'ont dit qu'il y avait quelque chose. Il y avait une validation, quoi. C'est ça. Et peut-être que c'était plus facile d'avoir cette validation-là d'abord par autre chose que par la musique. Et je pense que la peinture m'a aidée à passer le cap de chanter. Ouais, ça c'est commencé à sortir des choses profondes de toi. Parce que qu'est-ce que tu peignais? Parce que je les ai vues, tes peintures, t'en as posté quelques-unes et c'est hyper beau, quoi. Mais c'était plus... Mais c'était un peu plus sombre que la musique, En fait, c'est ça, c'est marrant parce que je pense que j'ai dit exactement la même chose. Je pense qu'en peinture, j'aimais bien assombrir et un peu montrer la partie sombre d'une émotion. Et en musique, j'ai plus l'impression de montrer une partie plus douce et plus tendre. Donc c'est à mon avis la même chose qui sort, mais de manière assez opposée. C'est intéressant. Ouais, c'est drôle. Tu sais comment l'expliquer ou... Je pense ça doit être esthétique. J'ai toujours aimé ce qui était un peu plus sombre visuellement dans les peintures. Tout ce qui était un peu plus brut, un peu plus crade, tu vois, ça me plaisait bien. En musique, je préfère les choses plus mélancoliques, plus douces, plus... Je pense que c'est vraiment esthétique à mon avis. Et alors, comment il est arrivé le déclic de la voix qui sort? De la voix qui sort. C'est toujours un peu une question. Je pense que j'ai pas encore répondu à ça totalement. Je fais une sorte de blackout. Non, mais j'arrive pas à... Si, il y a des périodes qu'on... Oui, tu n'as pas de souvenir clair de ce que tu ressentais, quoi, c'est ça? Ouais, c'est clair que c'est une période qui a déclenché tout ce qui s'est passé après. Mais pourtant, c'est assez flou. Et il y a eu ce moment où j'avais 19 ans et ça devenait un peu schizophrénique, tu sais, de rêver d'être chanteuse dans sa tête, alors qu'en fait,
c'est le moment où tu commences vraiment à choisir ta voix et tu commences aussi à trouver ce que tu sais faire et ce que tu veux faire. Et là, ça devenait bizarre de se dire je veux être chanteuse alors que j'ai jamais chanté. Oui. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que je vérifie, tu vois, que je vois s'il se passe un truc, parce que peut-être que j'étais terrifiée à l'idée de chanter faux, ou terrifiée à l'idée d'avoir une voix qui n'avait aucun intérêt. Enfin, je pense qu'il fallait vérifier ça, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu n'avais même pas chanté toi pour toi non, tu sais, avec la guitare non, et quand j'avais des amis qui faisaient des karaokés et tout ça, ça m'énervait trop. Oui, je me disais, mais enfant, on ne joue pas avec la musique, c'est très sérieux et tout ça. Donc je pense que j'avais sacralisé. Ouais. Je me disais, attention, la musique, c'est tellement toute ma vie que si j'en fais un jour, il faut que ce soit bien. Donc il y avait un peu cette urgence de vérifier s'il y avait vraiment quelque chose à faire ou pas. Et comme j'étais terrifiée à l'idée de chanter toute seule, j'ai été prendre un cours de chant. Et c'était drôle parce que quand je suis arrivée à ce premier cours de chant, ça devait être hyper stressant. C'était horrible. C'était terrible. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais là ? Je connaissais pas du tout ce monde-là du chant. Et donc, je suis arrivée à ce premier cours et la prof m'a dit, tiens, voilà le micro, je l'allume, vas-y, chante un truc, montre-moi ce que tu sais faire pour qu'elle puisse Parce que toi, du coup, t'as peur de chanter, tu chantes même pas chez toi toute seule, mais tu te dis, je vais aller chanter. Je me suis dit, elle va me débloquer, tu vois. Elle va me débloquer quelque chose, et puis si jamais vraiment c'est pas je chante faux, qu'il y a un truc, elle m'apprendra. Et donc là, c'était... je me souviens, j'avais chanté une chanson des Teamed Up. Je sais pas pourquoi j'avais choisi cette chanson-là. Et donc, en fait, la première fois que je chante, comme c'est avec un micro, la voix... Enfin, j'entends ma voix ailleurs que de l'intérieur. De l'intérieur. Je pense que ça m'a aidée aussi. Parce que je me suis dit, en fait, ça va. Oui. Je pense pas que j'ai aimé ma voix, mais je me suis dit, chanter dans un micro, déjà, tout de suite, ça apporte... Il y avait quelque chose, et je me suis dit, en fait, c'est pas si compliqué que ça de chanter. Après, il y a plein de choses qui se passent après, mais ça t'a fait le geste physique de faire sortir une voix avec du texte, c'est pas quelque chose qui est impossible. En tout cas, ça a débloqué ça. Et j'ai fait une année de cours avec une audition à la fin. Donc là, je pense que l'audition à la fin de l'année, je pense que c'était vraiment ça le premier vrai challenge, à mon avis. Qui était j'avais ma guitare et donc il fallait que je chante toute seule une chanson devant les gens, dont ma famille. Et donc là, il y avait un truc concret, je pense. Après, ce qui est chouette, c'est que tu as toujours joué de la guitare. Donc ça, tu pouvais t'appuyer... Oui, je pouvais m'appuyer, mais en même temps, quand on a un papa qui est musicien, il y a une... T'avais peur qu'il juge Il n'y a pas un jugement, mais il y a une exigence, il y a quelque chose... je pense que j'ai toujours voulu lui ressembler aussi, donc il y avait une admiration, il y avait quelque chose... que de l'avoir dans la salle, c'était... je pense que c'était quelque chose de grand, tu vois. Mais effectivement, je pense que la guitare... c'était quelque chose qui faisait déjà partie de ma vie depuis un petit moment, donc c'était vraiment la voix qui était nouvelle. Quand est-ce que tu as commencé à écrire tes premières chansons ? Avant de chanter, j'écrivais des poèmes. Ouais. Et je me disais, tiens, ça pourrait faire une chanson. Mais j'avais jamais associé la voix avec ces textes-là. Donc j'avais beaucoup de textes. Et dès que le chant s'est débloqué, très vite, il y a eu une première chanson qui a été écrite, qui était un de mes poèmes mis en musique. Mais oui, c'était très évident. En fait, je savais que dès le moment où la voix allait se débloquer, des chansons allaient s'écrire. Ça, c'était très évident. Je pense qu'il y avait plein de choses qui étaient prêtes déjà. Je pense que même ma voix était déjà prête, parce que je pense que d'une certaine manière, dans ma tête, je l'avais entraînée, tu vois. Donc elle est sortie, ma voix est sortie déjà comme si elle avait, comme si c'était pas la première fois, un petit peu. T'avais eu besoin de chercher après comment chanter. T'as tout de suite trouvé
cette voix? Je pense que c'était un peu par défaut au début. C'est ce qui sortait et j'avais vraiment pas du tout envie pas de trafiquer ma voix, mais j'avais envie d'être le plus pure possible. Donc je pense que ça a été toujours un peu ça, de me dire j'essaie de chanter la note comme elle doit être et de surtout pas en rajouter. Oui. Je me suis dit, je pense que j'avais une peur pas du superficiel, mais de quelque chose qui était faux. Ouais. Et maintenant, je vois ça d'un autre œil. Je comprends qu'en fait, on peut travailler sa voix et qu'on peut l'amener ailleurs, mais je me disais, si je donne un effet à ma voix, en fait, les gens vont s'en rendre compte et ils vont voir qu'en fait, c'est faux. Maintenant, je commence un peu à changer d'avis par rapport à ça et je sais que potentiellement, je connais que 20% de ce que ma voix peut faire. Et j'ai encore un gros travail à faire sur connaître ma voix et comment l'utiliser le mieux possible. Il y a eu une rencontre hyper importante pour toi, juste après, est-ce que tu veux en parler? Ouais, ça s'est fait à peu près à la même période en fait. J'ai fait mon premier cours de chant 2019. Ensuite, jusqu'en 2020 à peu près, j'ai fait mes premières auditions et tout ça. Et ensuite, si je me trompe pas, c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé. Moi, je finissais ma maturité artistique, donc j'avais les cours en ligne. Je m'embêtais énormément chez moi. Et c'est quoi la maturité artistique? C'est comme le bac chez vous, sauf que c'est de 15 ans à 20 ans. Ok. Donc c'est un peu plus long. En fait, je pense que les 2 dernières années de maturité chez nous correspondent peut-être à un début d'université. Ok. C'est un peu plus long. Et donc je finissais ça. J'avais les cours en ligne et très naturellement, je pense que comme tout le monde, on était obligé de garder des contacts en étant sur les réseaux, à parler avec les gens. Et donc je passais beaucoup de temps sur mes réseaux, à parler avec mes amis. Et je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais j'ai commencé à discuter avec un artiste de ma région qui s'appelle Marc Aymon. Et il y a une sorte d'échange épistolaire qui s'est fait pendant ces 1 année et demie de Covid, où on s'est rencontrés, on a discuté, mais vraiment seulement en ligne. Mais c'est un lien qui s'est créé pendant 1 année juste par l'écrit. Et quand le Covid s'est terminé, lui était en train de finir son album à Paris et il préparait une tournée de 20 concerts quelques mois après. Et il m'a dit ce serait temps qu'on se rencontre quand même. On s'est rencontrés et 2 semaines après, j'étais à Paris. C'est ma première fois à Paris. Et première fois dans un studio où j'ai posé ma voix sur une de ses chansons pour en faire un duo. Et 4 mois après, je faisais 20 premières parties de ses concerts en Suisse. Donc c'est arrivé très rapidement et ça a changé toute ma vie d'avoir quelqu'un qui me fait confiance et me dit je te connais pas, t'as rien fait, mais qui croit en toi. Mais on y va quoi. Ouais. Et après ces 20 concerts, il y en a eu encore d'autres, un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. Ces 20 concerts se sont plus ou moins bien passés. Et il s'est dit, elle est capable de tenir le... Je l'embarque avec moi. Et justement, après, lui, il avait une tournée dans la francophonie. Ça veut dire que l'ambassade suisse invitait des artistes suisses à venir représenter la langue française dans toutes les ambassades de différents pays dans le monde. Et il avait une tournée de... je pense peut-être 7 pays différents, qui partaient du Thaïlande, Cambodge, Laos, Égypte, Grèce, Amérique centrale. Et il devait partir seul et il s'est dit, en fait non, on va partir à 2. Comment ils ont réagi tes parents à ce moment-là? Très sincèrement, il faudrait leur demander. Moi, je pense que j'étais tellement... Tu leur as pas laissé le choix, quoi? Je leur ai pas laissé le choix et j'étais tellement... En fait, je savais que c'était une chance. Je me suis dit, si j'y vais pas à fond... Oui, il faut pas passer à côté. J'ai attendu ça pendant 19 ans, je le savais. Donc, j'ai foncé et j'ai pas vraiment regardé ce qui se passait autour de moi, donc je saurais pas... J'ai jamais pris le temps de savoir ce que mes parents ont pensé à ce moment-là, et s'ils avaient peur ou pas peur. Je pense que ça m'intéressait pas.
Qu'est-ce que ça apporte de commencer dans la musique en faisant des concerts comme ça ? De rencontrer autant de gens en tournée, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui débutent par faire du studio. Enfin, tu vois, je trouve c'est un autre process de commencer par la scène. Ça apporte pas du tout la même approche. Non, ça c'est clair. C'est aussi, je pense que quand j'ai commencé à faire tous ces concerts, j'avais presque l'impression qu'ils étaient trop grands pour moi. Trop grands par rapport à la non-expérience que j'avais. Et je pense que l'avantage d'avoir commencé comme ça, c'est que j'ai évité un peu tous les plans foireux qu'on pourrait rencontrer quand on commence, de jouer dans un bar où personne nous écoute, de tomber sur des mauvaises rencontres. Qui t'auraient peut-être découragé ou fait perdre confiance. Donc toute cette partie-là dans le début de carrière, je ne l'ai pas vécue. Ce qui est positif, mais en même temps, c'est aussi avec ça qu'on fait ses armes et qu'on fait ses choix, qu'on sait ce qu'on veut. Donc j'ai dû un peu apprendre sur le tas et ouais, j'étais souvent face à des challenges qui m'avaient l'air trop grands pour moi. Et je devais être vite plus pro que ce que j'étais vraiment. Et ce qui t'a permis de faire très vite tes armes aussi. C'est ça, donc j'ai appris très très vite et je pense que j'ai progressé aussi très vite. Mais le sentiment, tu sais, de pas être légitime, il était peut-être plus présent que quelqu'un qui s'est battu pendant 10 ans avant de se retrouver à faire des scènes comme j'ai pu faire. Donc ça, c'est un travail que je dois faire encore par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une chanson que tu as l'habitude de chanter sur scène, une cover que tu voudrais nous faire maintenant? Juste un petit extrait. Ouais, bien sûr. Petit extrait, ça veut dire couplet-refrain. Couplet-refrain. Ouais. Chanter façon d'être au monde, chanter ma façon d'errer. Mon cœur est sorti de la ronde, chanter ma façon d'errer. Je suis au marécage interne, l'appartement où tout se noie. Chanter façon d'être nu, chanter ma façon d'errer. Qui passe la frontière des temps, déchets rougeâtres, lumière bleue, chaque mot chevalier errant tombe sans fin au fond poisseux. Yes, merci. Il faut qu'on parle de cet artiste. Du coup, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est une de tes passions. C'est au-delà d'une passion, je trouve que c'est rare d'avoir parce qu'on construit ses inspirations musicales quand on est assez jeune, et c'est de plus en plus dur avec le temps d'être bouleversé par un artiste et qu'un artiste vienne changer tout ce que vienne changer une partie de ta vision de la musique. Et là, c'est ce qui est arrivé avec cet artiste qui s'appelle Jean-Louis Murat, que j'ai redécouvert il y a à peu près 2 ans. Et j'ai écouté tous les albums plusieurs fois. Et il est devenu, je pense, une de mes plus grandes inspirations musicales, ça c'est sûr. C'est important, je trouve, d'avoir
une référence. Quand tu doutes un peu, te dire, en fait, reviens à je ça. pense que quand je réécoute Jean-Louis Murat, je me recentre et je sais que c'est un peu une boussole, quoi. Est-ce que ça te fait cet effet-là? Ouais, ça me fait cet effet-là de plus en plus. Quand il y a des doutes ou quand il y a un peu des downs, je sais que si je réécoute en album, par exemple, je vais ressentir la même chose à chaque fois. Et ça, c'est très rassurant. Et puis surtout, il avait un rapport très particulier, très authentique à la musique, même dans son rapport au travail, qui est ta façon de faire aussi aujourd'hui, une approche assez artisanale. C'est ça. Je sais pas si je suis aussi artisanale que lui dans ma manière de faire, mais en tout cas, c'est un idéal. Sa manière de faire me parle beaucoup. Il y a aussi un vrai lien dans son côté aussi paysan. Enfin, il vivait vraiment aussi dans la campagne et il avait un rapport à la terre et à la nature qui était très fort. Moi, en étant suisse, en ayant grandi dans les montagnes, je retrouve une partie de ça chez lui qui me parle, qui me rassure aussi. Je me dis c'est possible d'avoir ce paysage-là autour de soi et c'est possible d'en faire des choses. Et bien sûr, il m'inspire aussi sa manière de travailler. Il travaille la musique, il écrit ses chansons comme le paysan travaille sa terre du soir au matin. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder en tête parce que en étant artiste aujourd'hui, on doit tout faire et on passe de moins en moins de temps à écrire. Et c'est important d'essayer de se recentrer, de se dire en fait mon métier c'est d'écrire des chansons et si j'écris pas de chansons, je suis pas musicienne quoi. Il y a un truc qui marche pas. Donc il y a une sorte d'idéal dans ce qu'il représente et dans ce qu'il a et dans la carrière qu'il a choisi d'avoir. On a tous des thèmes récurrents, des choses qu'on a besoin de partager, de délivrer. Qu'est-ce qui est central chez toi dans ta musique? Je sais pas encore. C'est un peu pas trop tôt, mais... Tu sens qu'il y a des choses... Il y a des choses, mais pendant 19 ans, il n'y a rien qui sortait. Et donc, quand les premières chansons ont été écrites, c'était des sentiments qui avaient été gardés, enfouis pendant très longtemps. Donc, c'était très évident d'écrire par rapport à ces choses-là. Je parlais de l'attente beaucoup, du courage de passer le courage d'oser. Toutes ces choses-là, elles revenaient dans mes chansons au départ. Et aujourd'hui, je me retrouve à devoir écrire sur des sentiments qui sont plus récents, qui sont différents. Et je ne saurais pas encore dire ce qui est central maintenant pour moi. Est-ce que tu veux parler de ton dernier EP qui est sorti, Épopée? Tu as d'ailleurs fait une pochette avec... Comment tu as travaillé là-dessus? Parce qu'il y a plein de super beaux visuels. Il me semble que tu es allée en Grèce aussi pour faire ça. Tu peux m'en parler un peu? Quand j'ai commencé à faire de la musique avec Marc, lui avait une manière très artisanale de faire de la musique aussi. Je pense qu'il fait partie des rares personnes qui réussissent à vivre de la musique en Suisse, parce qu'en Suisse, on n'a pas d'intermittence. Donc on est obligé d'être entrepreneur si on veut faire uniquement de la musique. Et lui, l'a très bien compris et il fait beaucoup de projets, personnels et aussi collaboratifs. Et pour chacun de ces projets, il essaie de faire un vrai objet. Éthique, donc imprimé en Suisse, artisanal, en faisant travailler des gens locaux. Et il valorise ce projet lors de ses concerts et les gens l'achètent. Les gens continuent d'acheter de la musique, même si tout est dématérialisé, mais comme il y apporte beaucoup de sens, les gens continuent d'acheter, les gens ont envie de tenir quelque chose dans leurs mains. Et ça devient un moyen de gagner sa vie. Donc très vite, quand j'ai sorti mes premières chansons, il a été question de faire un objet. Donc pour le premier EP, j'ai fait un objet que j'ai pu vendre
et qui m'a permis de financer celui-ci. Donc en fait, ça a marché, Ouais. dans le sens où j'ai pu être autonome et rester libre en produisant ma musique. Et pour le deuxième EP, donc il y avait 4 chansons. Mhm. Donc évidemment, on a fait un CD. Et j'avais cette envie aussi de raconter cette épopée à travers des sortes de fenêtres dans lesquelles les gens pourraient, tu sais, se poser comme ça et voir quelque chose, prendre le temps de regarder quelque chose en écoutant ma musique. Et on s'est dit justement, avec un photographe qui s'appelle Masao Mascaro, que pour chaque chanson, on allait justement créer une sorte de fenêtre. Et par exemple, donc ça c'est le premier poster qui correspond à la chanson Le vent du large. Donc on a le texte et on ouvre. Sur des magnifiques photos. Et ça a été fait à Hydra, parce que je suis une grande fan de Leonard Cohen, qui a passé beaucoup de temps à Hydra. Donc j'avais envie d'aller sur son île. Donc on découvre une fenêtre. Magnifique photo. Qui se déplie sur un poster. Génial. Et on a 4 posters différents et 4 fenêtres pour que les gens puissent découvrir mes chansons en les écoutant, mais aussi poser une image sur les chansons. Pourquoi épopée? Épopée parce que c'est un peu comme ce que je te racontais tout à l'heure, mais quand il a fallu écrire un deuxième EP, je me suis dit de quoi je vais parler. Et j'avais l'impression d'avoir vécu en une année plus de choses que toute ma vie. Et je me disais, oh là là, comment est-ce que je vais faire pour séparer toutes ces émotions qui ont été vécues? Comment je vais faire pour séparer un peu mes émotions et puis en choisir une? Et je me suis dit, en fait, c'est trop compliqué. Et c'est de là qu'est arrivée l'idée de se dire, je vais... Au lieu de raconter plusieurs petites choses, je vais raconter une épopée entière de toute cette année. Donc, le titre est arrivé avant la chanson. Et ensuite, une première chanson est arrivée qui s'appelle Épopée, qui a donné le ton aux 3 autres. Qu'est-ce qui se passe alors en ce moment parce que là, tu travailles aussi en parallèle sur ton premier album. Comment ça se passe? Est-ce que tu veux me raconter un peu Est-ce que tu arrives à prendre le temps? Oui et non. Et savourer et... Depuis quelques mois, j'habite à Paris aussi, parce que j'ai envie de développer mon projet ici. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs à Paris? À Paris, je pense que c'est aussi vraiment la France. Je viens d'une partie francophone de la Suisse qui est toute petite, où une grande partie de notre culture vient de la France. Et le territoire est minuscule, c'est très compliqué de se projeter dans un petit territoire. Et la France, elle est, je pense, 100 fois plus grande que chez moi. Donc le terrain de jeu et les possibilités sont beaucoup plus larges aussi. Et depuis petite, tout ce que j'aime... que ce soit la littérature, l'art, la musique, tout vient de chez vous. Donc forcément... ça t'inspire? Ça m'inspire et quand j'arrive à Paris, je me sens chez moi un peu. C'est vrai? C'est assez étrange, bon, pas complètement, mais un petit peu. Je reconnais des choses, je reconnais les gens, je reconnais des odeurs, des paysages. Donc c'est quelque chose qui me semble proche de moi. C'est familier? Ouais, c'est ça. Et donc ça fait 6 mois que je suis là. Et j'organise un peu mon temps entre écriture pour cet album, rencontrer du monde, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent ici, pour savoir ensuite ce que j'aurais envie de faire, avec qui et comment. Et parallèlement, la moitié du mois, je rentre en Suisse pour des concerts, pour des interviews, pour faire avancer ma musique, quoi. Donc tu fais beaucoup de concerts, tu continues à toujours jouer. C'est important, même si c'est pas là où je suis le plus à l'aise. C'est vrai, je pense que je suis plus à l'aise en studio
quand je travaille ma musique avec les musiciens et tout ça. Pourtant, j'ai l'impression, comme je te disais, que tu as l'air de te sentir de mieux en mieux sur scène. J'ai vu que tu commences à échanger aussi avec les gens dans la salle. Il y a une connexion qui a l'air de se faire c'est facilement. Nouveau. C'est vrai, ça c'est nouveau. Ça prend du temps, mais c'est nouveau et je commence à me sentir à l'aise, un peu plus qu'avant. Et je commence aussi à me dire qu'en fait c'est mon espace et que c'est pas un endroit que je subis ou que c'est pas quelqu'un d'autre qui pose les règles, tu vois. En fait, c'est vraiment un terrain de jeu à moi. Donc petit à petit, j'essaie de parler aux gens, de les mettre à l'aise, de me mettre à l'aise en leur parlant. Donc, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps et heureusement, c'est vrai que j'ai de la chance en Suisse de pouvoir faire pas mal de concerts. Et la quantité, le fait d'avoir souvent des concerts, ça aide aussi. C'est vrai qu'avant, au début, j'avais un concert... par exemple, dans un mois, je savais que j'avais un concert et je passais 3 semaines à me monter la tête en me disant « Oh mon Dieu, ça arrive dans 1 semaine, ça arrive dans 3 jours. Oui. Là, en fait, tu pratiques quasi tout le temps et tu n'as pas le temps de... Et ça devient... En fait, maintenant, ça fait partie de mon quotidien, alors qu'avant, c'était un événement exceptionnel d'avoir un concert. Et ça, je pense que ça aide beaucoup aussi. Donc, c'est super. Est-ce que il y aurait un livre récemment ou une expo ou un film dont tu aimerais parler ? J'ai un livre avec moi, je sais pas le titre. Enfin, je sais le titre, mais je sais pas le titre de l'écrivain. Vas-y. C'est un livre qui s'appelle Une vie entière, si je me trompe pas. Ok, ça raconte quoi ? Timothée de Fontbelle. C'est ça. Et chez moi, en Suisse, près de la gare, où je vais tout le temps prendre le train pour Paris, il y a une librairie qui est juste à côté. Et ça m'est arrivé quelques fois d'entrer dans la librairie et de demander à la libraire de me trouver un livre qu'elle imaginait pour moi, tu vois, pour le train. Et cette fois-ci, elle m'a parlé de ce livre-là et elle m'a dit c'est sublime, un jour les enfants l'étudieront. Et moi, je me suis dit, mais c'est quelque chose de dire ça, tu vois, c'est pas anodin. Et je me suis dit, est-ce que ça m'a intriguée, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai parce que c'est un livre qui a quelque chose qui est complètement nouveau, ou est-ce que c'est vrai parce que ça ressemble à un classique, tu vois, je savais pas non plus. Et du coup, je l'ai lu. J'ai lu la moitié du livre très rapidement. J'ai trouvé ça sublime. C'est écrit comme de la poésie, ça veut dire que quand on écrit des chansons, chaque phrase du livre peut donner une idée de chanson, donc c'est hyper inspirant. Donc j'ai lu la moitié du livre très vite et ensuite je me suis dit prends le temps parce que c'est bientôt fini. Donc maintenant je fais un peu l'inverse, j'essaye de lire 1 page par jour pour faire durer le temps qui me reste. C'est bien quand un livre ou un film fait cet effet, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent et c'est assez jouissif comme sentiment quand on découvre quelque chose qui va changer tout ce qui se passe après. Quel est ton process dans l'écriture ? Est-ce que tu cherches à simplifier ? Est-ce que tu veux raconter des choses de toi ? Est-ce que tu essayes de garder une certaine distance ? Quel est ton rapport à l'écriture dans ta musique ? Avant, l'écriture arrivait avant la musique. Et depuis quelque temps, les choses arrivent en parallèle. Souvent, il y a une mélodie et une phrase qui arrivent assez vite. Et j'ai tendance à être très imagée, parfois trop. Et j'essaye d'être plus littérale et d'aller plus vite à l'essentiel et à ce que je ressens vraiment. Et à pas cacher en fait, ce sentiment-là à travers une image. Donc, je pense que j'aimerais m'améliorer par rapport à ça. J'aimerais prendre plus de temps, j'aimerais plus creuser. J'aimerais vraiment choisir le mot en étant sûre que c'est celui-ci. Et oui, j'aimerais avoir plus de temps et prendre plus de temps pour aller au bout des choses et pas m'arrêter
à ma première idée. Parfois, c'est bien les premières idées et j'essaye d'être aussi dans cette légèreté, de me dire ce mot-là est arrivé à ce moment-là, c'est pas pour rien. Et ça sonne et ça marche. Ça sonne et c'est OK. Mais parfois, il faudrait que je remette en question peut-être la première idée. Yeah. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir peur que les gens lisent trop facilement en toi en écoutant une de tes chansons? Parce que parfois, il y a ce risque quand tu te livres dans un texte de se dire mince, est-ce que j'en dis trop ou... Je trouve que le français, c'est très dur à faire sonner en musique. C'est plus facile de faire sonner le français en musique en restant imagé qu'en étant littéral. J'ai pas peur que les gens lisent quelque chose. Par contre, j'ai peur de ne pas réussir à trouver les bons mots quand ils sont très simples. D'où le travail que je dois faire, certainement, que j'ai envie de faire. Ouais. Mais peut-être que c'est peut-être plus de la facilité d'être imagé par rapport à une sorte d'esthétique que je veux garder tout le temps. Et je pense que c'est pas bien de garder une esthétique tout le temps. Je pense que c'est aussi intéressant de créer des ruptures et que je peux jouer avec ça un peu plus. Est-ce que tu nous ferais écouter un de tes titres live? Je vais faire une chanson qui s'appelle Les Renforts. Qu'est-ce qu'elle raconte? Si tu as envie d'en parler, on n'est pas obligé. Tu peux aussi laisser libre cours. Elle raconte... Non, mais c'est intéressant. En fait, quand donc mon premier EP est sorti, j'avais l'impression que les choses étaient très alignées. Tout s'est bien passé, les gens ont bien réagi. C'était presque un peu idyllique ce début, cette sortie, parce qu'il y a la découverte, donc les gens sont heureux de te découvrir, curieux, il y a quelque chose de très fluide. Et quand j'ai travaillé sur mon deuxième EP, j'avais d'une certaine manière peur de plus avoir de chance. Je sais pas comment dire ça, c'est bizarre parce que... Oui, que ta chance s'échappe, quoi. Ouais, je me suis dit, et si en fait c'était une histoire de chance et que ce premier EP s'est bien passé parce que tout à coup j'avais eu de la chance. Et oui, c'est encore une histoire de légitimité, tout ça. Peut-être que c'est ça. Et en même temps, c'était une période aussi personnelle où j'avais plein de repères qui sont pas tombés, mais qui ont changé, tu vois. Ou des choses que je pensais solides, en fait, l'étaient pas. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'en fait, peut-être que si les choses se passent bien, c'était pas uniquement parce qu'à ce moment-là, il y a eu une chance qui est arrivée, tu vois. Et peut-être qu'en fait, cette chance-là, elle est en train de s'en aller, tu vois. Donc cette chanson raconte un peu ça. Un peu de ma chance se sauve et s'en défonce face aux choses. Je sens que tout se décompose sous mes yeux. De tout ça, tu es la cause. Tu m'as noyé sous les roses, attirant ce qui nous compose au fond de l'eau. Mais je remonte à bord pour respirer alors comme avant. Avant que ton bateau ne se perde au nord, avant que n'arrivent les renforts, avant les renforts. Que
que cette main se dépose, me relève et me repose, qu'elle repousse les fantômes d'avant. Avant que ton bateau ne se perde au nord, avant que n'arrivent les renforts, avant les renforts. Mais je remonte à bord pour respirer alors. Avant que ton bateau ne se perde au nord, avant que n'arrivent les renforts, avant les renforts. Bravo, merci. Moi, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Courbe. Est-ce que tu veux bien la faire pour moi? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Mila. Merci à toi. Courbes sont mes idées, mes repères. Courbes, si je cours après, je me perds. Rien n'est jamais comme on le pense, c'est sans importance. Courbes, les mots glissés sous mes gestes, tout semble m'échapper, tout m'oppresse. Il suffit un peu de patience, c'est sans importance. Souffle, ouvre tes paupières, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Souffle, et sous la colère, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Courbe les souvenirs que je sais, rien ne peut les retenir, rien à faire. Si c'est le vent qui les balance, c'est sans importance. Souffle, ouvre tes paupières, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Souffle, et sous la colère, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Souffle, et quand tout s'accélère, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Souffle, et fais tourner la terre, laisse passer l'eau, laisse passer l'eau. Courbes sont les baisers de mes lèvres, courbes, si tu cours après, tu me perds. Rien n'est jamais qu'un peu de chance, c'est sans importance.